Alors Emmanuel, quel est le pari le plus fou, le plus absurde que vous ayez fait de votre vie? De me remarier une seconde fois, sans doute, c'est le pari de l'optimisme contre l'expérience. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'accueille un entrepreneur qui a eu le pari un peu fou en 2005 de fonder The Turf, donc le site de paris en ligne sur les courses de chevaux. Il s'appelle Emmanuel Rohan-Chabot, il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, le pari, c'est quelque chose qui est dans votre vie depuis combien de temps? Est-ce que dès que vous étiez petit à l'école, vous pariez avec vos... Depuis toujours, puis j'ai été emmené aux courses très jeune, donc pour moi le pari, c'était le pari hippique, et j'ai toujours aimé ça, cette espèce de conjonction de deux choses, des chevaux, c'est-à-dire un très beau spectacle, et le jeu et la densité de l'événement. Une course, ça dure 2 minutes, 3 minutes, c'est extraordinairement dense, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, on parie, la course part, on suit les chevaux et on connaît très vite le résultat de son pari, donc c'est une grande densité de l'événement. Et donc vous pariez avant 2005, avant de lancer votre entreprise, vous pariez toujours aujourd'hui ou pas? Non, c'est fini. D'abord parce que je pense que les bons barman ne doivent pas boire et que les bons opérateurs de paris ne doivent pas jouer. En plus, j'ai pas le droit de jouer sur The Turf. Je ne vais quand même pas aller jouer chez mes concurrents. Bon. Emmanuel, quel souvenir vous gardez de ces débuts de The Turf il y a 13 ans, en 2005? Je le disais tout à l'heure, Facebook n'existait pas encore, c'était vraiment les prémices C'était les prémices du jeu sur Internet. Le premier souvenir, c'est un souvenir de grande excitation, parce que c'était quand même l'inconnu, de dire un jour on ouvre un site de paris, s'il y a des gens qui vont venir dessus. Et puis un souvenir intellectuellement très stimulant, parce qu'à l'époque, il y avait un monopole en France, donc on contrevenait certes depuis Malte au monopole des paris en France, même si le droit européen était de notre côté, et se bagarrer juridiquement contre un État et un monopole, intellectuellement, c'est très amusant. Très amusant quand on en sort victorieux en plus. Alors, quand en plus, on pense qu'on a le bon droit de son côté et qu'on pense qu'il y a une issue qui a une chance d'être favorable. Oui, je pense que si ça avait été perdu, ça aurait été moins drôle. Vous dites depuis Malte, parce qu'effectivement, vous avez fondé The Turf à Malte. Aujourd'hui, vous y êtes toujours ou comment est-ce que vous... Aujourd'hui, alors c'est plus compliqué. Aujourd'hui, The Turf a toujours une licence à Malte, mais The Turf a également une licence en France. Il en a une en Belgique, il en a une en Hollande, dans un certain nombre de pays, qui nous permet de payer des taxes en France, de soutenir la filière hippique en France, à qui on apporte pas mal d'argent, et qui nous permet d'exercer légalement, mais il y a encore toute une partie de la société qui est basée à Malte. D'accord. Donc après The Turf, vous avez créé The Bet pour les paris sportifs. Et combien de personnes parient aujourd'hui sur ces deux sites? Et le profil du parieur, c'est quoi, typiquement? Alors, il doit y avoir un peu plus de 300 000 personnes inscrites sur les deux sites. Alors, il y en a qui jouent aux deux, certains qui jouent qu'au sport, certains qui jouent qu'au turf. La clientèle, d'abord, elle est globalement masculine. La clientèle des sites de jeux, d'une manière générale, est masculine. Pas que la course de chevaux, l'ensemble des... La course de chevaux, étrangement, parce que c'est pas forcément intuitif, est ce qu'il y a de plus féminin. Il doit y avoir sur The Turf 30% de femmes, alors que sur The Bet, il y en a à peine 10%. Enfin, c'est majoritairement des hommes. Les parieurs hippiques sont plus âgés que les parieurs sportifs. Alors les parieurs de The Turf sont plus jeunes que ceux du PMU parce qu'il y a le filtre d'Internet et ce mélange de paris sportifs et de paris hippiques. Ils doivent avoir une quarantaine d'années en moyenne. Quand les parieurs sportifs de The Bet ont 20 ans, 25 ans, beaucoup plus jeunes. Alors quels sont les facteurs, je sais pas, sociétaux, sociologiques qui donnent envie aux gens de parier? Est-ce qu'on parie plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans par exemple? Est-ce qu'on pariera plus selon vous dans 10 ans? Alors, on parie pas plus aujourd'hui sur les courses hippiques qu'il y a 10 ans. C'est une population raisonnablement stable, qui a besoin d'un renouvellement d'ailleurs, qui a besoin d'inventer des nouveaux modes de pari. En revanche, le pari sportif est une nouveauté en France. C'était autrefois quelque chose de peu répandu et de très ennuyeux. Vous aviez vague l'auto sportive de la Française des Jeux, c'était pas très drôle. Et c'est une activité là qui se développe à toute vitesse et on pariera plus dans quelques années au paris sportif qu'on ne le fait aujourd'hui. Sur quel sport par exemple? Les paris de l'avenir, c'est quoi selon vous? Vous aimez la prospective, j'en suis sûr. Alors, sur quel sport? Le pari sportif, c'est un très gros morceau de football, du tennis, du basketball. Les autres sports, c'est beaucoup moins répandu, c'est beaucoup moins un support de pari. Alors le pari
paris du futur, il y a des nouvelles choses qui se développent, les e-sports, League of Legends, Counter-Strike. Le marché prend de plus en plus d'importance. Le marché existe, alors il y a un marché énorme de gens qui regardent ça. Est-ce que c'est un marché de paris? On va le savoir très vite puisqu'on a lancé une société en Allemagne pour le faire. En France, c'est illégal, donc on ne fait plus de choses illégales, c'est fini. D'accord. En revanche, on l'a lancé il y a 3 jours en Allemagne. C'est assez balbutiement, on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut prendre de l'essor. Alors sur votre site, donc sur The Turf, peut-être qu'il est aussi sur The Bet d'ailleurs, en bandeau, vous prévenez vos clients, vous leur disiez jouer comporte des risques, endettement, isolement, etc. Comment est-ce que vous tenez compte justement des dangers qu'il peut y avoir pour les parieurs dangereux? D'abord, le bandeau, c'est la loi. Vous avez une autorité en France qui s'appelle l'Argel, qui vérifie qu'on respecte la loi. Et dans la loi, il y a cet avertissement. Comment est-ce qu'on en tient compte? D'abord, on est relié à des fichiers du ministère de l'Intérieur qui nous permettent d'exclure les interdits de jeu. Les personnes qui ne peuvent pas parier. Les personnes qui n'ont pas le droit. Il n'y a pas de contrôle d'identité partout dans le monde physique, mais sur Internet, il y en a un systématique. Ensuite, on ne prend pas de paris de mineurs. On vérifie les pièces d'identité, on s'assure que les gens qui viennent s'inscrire chez nous et qui jouent sont bien majeurs. Ensuite, il y a toute une procédure qui consiste à, et la plus efficace sans doute, consiste à demander aux gens, au moment où ils s'inscrivent sur le site, avant qu'ils n'aient joué, combien ils acceptent de dépenser par semaine. Et quand vous arrivez sur un site de jeu, vous y arrivez pour vous amuser. Donc vous avez un raisonnement froid et logique qui est de se dire je veux bien consacrer 50 ou 100 euros par semaine. Alors qu'après, si vous êtes pris par l'enchaînement des pertes, vous pouvez être tenté d'aller plus loin. Mais comme on vous l'a demandé avant, la limite est fixée. Et on surveille ça d'extrêmement près. Alors vous parlez d'amusement, donc j'ai lu un portrait de vous dans le Figaro qui est paru il n'y a pas très longtemps, où il y a le terme drôle que vous employez à plusieurs reprises et vous dites notamment j'ai un drôle de métier. Est-ce que c'est un drôle de métier dans le sens atypique ou alors c'est drôle parce que vous vous amusez justement? Les deux, à vrai dire. C'est un drôle de métier parce que c'est atypique. Ça consiste à vendre à des gens quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Ça n'est pas un objet, ça n'est pas une fonction essentielle. C'est de leur vendre de la distraction. Donc, pour ça, c'est un drôle de métier. Et c'est un drôle de métier dans le sens amusant parce qu'on doit se réinventer tout le temps et inventer des nouvelles choses tout le temps. Donc, il faut se remettre en question. C'est fatigant, mais moi, je trouve ça drôle. Et il y a une étape professionnelle, en revanche, qui ne vous avait pas fait rire du tout, c'est votre passage chez EY et chez Ernst Young, il y a quelques années déjà. C'était si terrible que ça? J'avais trouvé ça très, très, très ennuyeux. Et ça consistait à mettre des petites croix au bout des lignes et à dire que c'était exact, que les calculs étaient exacts. Ça ne m'amusait pas beaucoup. Mais enfin, j'ai appris à lire un bilan. Mais je n'y suis pas resté très longtemps. Merci Emmanuel Ronchabot. Merci à vous.